Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar desse evento, que tem como temas centrais a biodiversidade e a cooperação entre o Museu de História Natural, Museu Nacional de História Natural da França e o Brasil. E assim também eu agradeço às coordenadoras e idealizadoras do evento, Myriam Nechad, do Museu d'Histoire Naturelle de Paris, e Marta Iving, pela organização e pelo convite que me foi feito. Essa mesa redonda, como o próprio tema diz, é um bom momento e é um momento oportuno para a discussão que eu tenho certeza que todos nós esperam que alguns frutos sejam possíveis através dos relatórios que serão apresentados no final desse evento e que alguns resultados concretos aconteçam, facilitando a formação de doutores franceses e brasileiros através de convênios futuros. Essa mesa, ela tem como coordenadora eu, Elizabeth Höfling, da Universidade de São Paulo. O relator é Serge Baruchet, aqui presente, do Museu Nacional de Histoire Naturelle de Paris. E amanhã, no grupo de trabalho, serei substituída pela Yara Schaefer-Novelli, da Universidade de São Paulo, que será a coordenadora, junto com o Serge Baruchet, do grupo de trabalho, e que produzirão, portanto, um documento a respeito desse tema da mesa redonda. E eu vou chamar, então, para comporem essa mesa, os palestrantes Pascal Debé, também do Museu Nacional de Histoire Naturelle, Philippe Rélier, ambos do museu, e Marta de Azevedo Irving, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a próxima, Irene Garay, que não está presente, mas quando ela chegar, ela tomará posse do seu lugar. Então, nós vamos dar início aos trabalhos. Inicialmente, eu passo a palavra à Pascal Debé. Merci beaucoup et merci aux organisateurs de ce séminaire. En fait, nous allons parler à deux, Philippe Grelier et moi. Et je vais vous présenter rapidement les formations qui existent au muséum, et nous allons discuter de quelques-uns des problèmes qui existent pour la coopération en matière de formation. Voilà, donc je suis directrice de la direction de l'enseignement, de la pédagogie et des formations. Et en fait, nous travaillons dans 3 directions. D'abord, nous avons un pôle master, un pôle doctorat et un pôle sur la formation des enseignants du primaire et du secondaire. Donc, je ne vais pratiquement pas parler de ce dernier point, mais simplement pour vous dire que le muséum assure la formation des enseignants du primaire, de l'école primaire et du secondaire, en particulier dans ces domaines de spécialité qui sont la biodiversité, l'évolution, la classification, parce que ces notions sont venues au niveau des écoles primaires et secondaires et les enseignants sont peu ou mal formés, ou pas encore formés. Voilà, donc je vais surtout vous parler des formations de master que nous avons et des doctorats. Et auparavant, je voudrais faire plusieurs remarques pour préciser les choses. Que d'abord, le muséum n'est pas une université, mais c'est un grand établissement, comme le Collège de France, il a le même statut, ou bien l'École normale supérieure.
Donc, à ce titre, il a l'habilitation à délivrer de manière autonome des diplômes nationaux de master et de doctorat, mais nous n'avons pas d'habilitation à délivrer des licences. C'est-à-dire que je vais vous montrer tout à l'heure le processus. Nous recevons des étudiants qui ont fait leur licence ailleurs. Mais le diplôme de master délivré par le muséum est un diplôme autonome, reconnu nationalement et complètement valide. Un petit point aussi sur la réforme qu'on appelle la réforme LMD, qui a eu lieu, qui a été introduite à peu près depuis 2004 environ. C'est une modification du cursus universitaire en 3 niveaux. Le niveau L pour licence, qui est de 3 ans, donc c'est 3 ans après le baccalauréat. Et l'idée que cette formation s'accompagne maintenant de l'acquisition de crédits, en gros 60 crédits par année. Donc pour la licence, pour obtenir sa licence, il faut obtenir 180 crédits. M, c'est le master qui se fait maintenant en 2 ans. Première année M1, deuxième année M2, et qui doit se sanctionner par l'obtention, enfin qu'on l'on a si on a obtenu 120 crédits. Et il faut noter qu'il y a un stage obligatoire qui est durant le dernier semestre, c'est-à-dire la deuxième année M2, à la fin de la deuxième année, et qui compte en général pour 30 crédits. Voilà, donc ça c'est l'organisation, c'est-à-dire 5 ans avant d'arriver au doctorat, qui lui-même dure 3 ans et doit accumuler 120 crédits à peu près. Donc je vais passer la parole à Philippe Grelier, qui est responsable du master et qui va vous décrire l'organisation du master au muséum. Merci. Donc, le master du muséum a été habilité en 2004. Donc, actuellement, on a proposé une nouvelle maquette, donc 2009, qui a été acceptée pour 2009 à 2012. Donc, les objectifs du master du muséum, c'est d'offrir une formation pluridisciplinaire sur l'analyse des mécanismes passés et présents de l'évolution de la biodiversité et les stratégies pour sa préservation dans le cadre d'un développement durable. Donc le but de ce master est de former des chercheurs, des experts, mais aussi des professionnels dans 4 grands champs scientifiques: la description et l'inventaire des entités naturelles, leur interprétation historique. Deuxième champ, la compréhension des processus intimes du vivant, de son évolution, de sa dynamique, de l'échelle moléculaire au génome ainsi qu'au biotope. Troisième but, c'est la compréhension des relations réciproques entre l'homme et son environnement naturel. Et 4e point, c'est une diffusion pertinente de ces connaissances acquises à tout public diversifié. Donc, ce master s'inscrit dans les domaines au niveau de l'éducation nationale des sciences, technologies et santé et des sciences humaines et sociales. C'est le master évolution, patrimoine naturel et société, donc c'est son intitulé. Et il est constitué donc de 6 spécialités qui présentent des parcours spécifiques qui orientent soit vers la recherche ou vers une profession, donc pour R pour recherche, P pour profession, et dont 3 de ces spécialités sont co-habilitées avec une autre université. Actuellement, on a environ 180 étudiants, et sur ces 180 étudiants, une centaine ont des cohabilitations, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits au muséum et dans une autre université. Donc voilà les 6 parcours. Je vais passer ces parcours rapidement un par un, ces 6 spécialités, pardon. La première spécialité, donc, c'est ce qu'on appelle la spécialité EBE, écologie, biodiversité, évolution. Cette spécialité donc, vise à former des chercheurs, des gestionnaires et des décideurs à l'écologie scientifique et qui peuvent intervenir dans les domaines de la conservation de la biodiversité, la lutte biologique, le développement de l'agriculture raisonnée, etc. Donc cette spécialité est cohabilitée avec Paris 6, Paris 11, l'ENS, AgroParisTech, et qu'il y a plusieurs parcours recherche et professionnels. Deuxième spécialité, appelée EDTS, qui veut dire environnement, développement, territoire et société. Cette spécialité vise à former des chercheurs et des cadres dans les métiers de l'environnement et du développement durable, aptes à comprendre et à analyser les interactions société-environnement et à mélanger des méthodes propres aux sciences humaines, aux sciences écologiques et aux sciences de la vie. Donc là, cette spécialité est cohabilitée avec AgroParisTech. Il y a un parcours recherche et un parcours professionnel également.
Ce parcours professionnel est orienté surtout vers les étudiants pays en développement. Autre spécialité, spécialité muséologie, sciences, culture et société, MSCS. Cette spécialité vise à former des chercheurs et des professionnels capables de développer des approches comparatives de la muséologie. Les enseignements sont regroupés autour de 3 axes: patrimonialisation, conservation des collections, diffusion des connaissances et prise en compte des publics. Autre spécialité, QP, ou quaternaire et préhistoire, paléo-environnement, lignée humaine, histoire des sociétés. Cette spécialité est axée sur l'histoire naturelle et culturelle de l'homme, depuis l'origine des hominidés jusqu'à la révolution culturelle et techno-économique de la néolithisation, puis en relation qu'ont entretenu les sociétés proto-historiques et historiques avec leur environnement. Cette spécialité fait partie d'un consortium Erasmus Mundus avec plusieurs universités en Italie, au Portugal, Espagne et aux Philippines. Le parcours est recherche et professionnel. Autre spécialité, spécialité CEP ou systématique, évolution et paléobiodiversité. Donc cette spécialité vise à donner aux étudiants une expertise dans les domaines de systématique et des méthodes, de paléontologie, l'identification des taxons, la gestion du patrimoine naturel et l'informatique appliquée à la biodiversité. Donc c'est une cohabilitation avec l'Université Paris 6. Il faut souligner qu'il y a un parcours international recherche et professionnel, biodiversité végétale tropicale. Et la 6e spécialité, donc unité et diversité du vivant, dialogue moléculaire dans les écosystèmes, UDV. Bon, cette spécialité vise à former des chercheurs et des cadres sur la diversité des médiateurs chimiques, des molécules et des mécanismes moléculaires, du dialogue entre les organismes et leur environnement. Dans 2 domaines essentiels, la santé humaine et animale et le rôle des micro-organismes dans les écosystèmes. Donc ce tableau résume le devenir des étudiants 2 ans après leur master. Vous avez la spécialité R en haut pour les spécialités qui présentent un caractère recherche et Pro en bas pour ceux qui ont une spécialité plus professionnelle. Et vous voyez que plus dans la spécialité recherche, plus de 42% des étudiants poursuivent une thèse et plus de 35% des étudiants ont trouvé un emploi 2 ans après. Et dans la spécialité professionnelle, 8% seulement poursuivent une thèse, mais plus de 64% des étudiants ont trouvé un travail après les 2 ans. Donc si on fait un total, on a entre 73 et 78% des étudiants qui poursuivent une thèse ou qui ont trouvé un emploi 2 ans après leur master, ce qui est un bilan relativement positif. Donc pour résumer, c'est un master, on a parlé beaucoup de pluridisciplinarité ou d'interdisciplinarité, donc c'est un master très interdisciplinaire, dans le champ qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la biodiversité. Quelque chose qu'il faut quand même souligner par rapport aux grosses universités telles que Paris 6, pour ceux qui connaissent les universités françaises, c'est le petit effectif. Et ce petit effectif d'étudiants nous permet donc d'avoir un suivi très particulier des étudiants et donc d'être plus à même de discuter, de dialoguer avec eux. Il faut aussi souligner des ouvertures internationales. Nous avons quand même un nombre assez important d'étudiants étrangers, de 30 à 35%. On a donc une spécialité Erasmus Mundus et un nouveau projet en cours en anthropologie de l'environnement qui permettra d'ouvrir ou d'avoir des bourses de master à des pays non européens. Et donc, autre ouverture internationale, c'est l'ouverture d'un parcours international, biodiversité végétale et tropicale. Bon, un certain nombre de difficultés ont été soulevées, il y en a d'autres au cours de la discussion qu'on a déjà eue ce matin. Bon, il y a un problème de timing différent des études entre le Brésil et la France, ce qui peut poser des problèmes. Une difficulté majeure, c'est l'équivalence pour entrer en master et aussi la reconnaissance du diplôme du muséum dans le système brésilien. Donc c'est des questions qu'on se pose.
Autre problème, c'est que les masters maintenant en France nécessitent un financement, donc pour leurs stages. Il faut trouver des sources de financement pour les stages de master. Et autre difficulté, ce sont les difficultés pour les étudiants français de financer des stages à l'étranger. Voilà, puis je vais passer la parole à Pascal pour parler de l'école doctorale. Voilà, donc les difficultés qu'on a listées ne sont peut-être pas les seules, mais c'est celles qui actuellement posent un peu problème pour des échanges d'étudiants de niveau master. Alors l'étage suivant, c'est le doctorat, donc 5 ans après le baccalauréat, quand on a son master. Et là aussi, le muséum est habilité à délivrer un doctorat depuis les années 80. Et le doctorat du muséum est complètement valide. Et je dis ça parce qu'il y a un étudiant qui avait eu une difficulté ici au Brésil, je ne sais plus avec quelle université, de faire reconnaître son doctorat du muséum, parce que le muséum n'était pas une université. Donc actuellement, nous avons environ 200 doctorants qui font leur travail surtout dans les unités de recherche du muséum, donc dans les thématiques à peu près qui sont celles du master, c'est-à-dire biodiversité, systématique, paléontologie, archéologie, quaternaire, préhistoire et muséologie aussi, hein, donc c'est très vaste. Et ils peuvent aussi faire leur stage dans quelques laboratoires extérieurs qui font partie de notre école doctorale. Donc là aussi, il y a beaucoup d'étrangers, 30% environ, avec pourtant un pourcentage de co-tutelle qui est encore assez faible, hein, 8%, et il y en a actuellement 2 avec le Brésil. Et on pourra en discuter tout à l'heure. Donc actuellement, la règle en France, c'est que le doctorat doit se faire en 3 ans, à la différence du Brésil, je crois, où c'est 4 ans. Et en outre, chaque doctorant doit suivre durant sa thèse une formation, hein, puisque je vous ai dit qu'il fallait 120 crédits. Et cette formation, ce sont des modules de 4 à 5 jours qu'on lui demande de suivre dans un domaine autre que celui de sa formation de base pour lui permettre de ne pas avoir une formation trop pointue. Et actuellement, il y a 25 modules de formation qui sont proposés dans le muséum. Alors, il s'adresse aussi à des doctorants d'autres écoles doctorales et certains de ces modules de formation, qui sont d'un niveau assez élevé, voient aussi l'assistance de nombreux chercheurs qui ont envie de se former justement là aussi dans le domaine qui n'est pas le leur. Alors à ce titre, je voudrais vous donner un exemple qui pourrait être l'exemple d'une coopération entre la France et le Brésil. Il y a comme ça deux modules d'école doctorale de 30 heures chacun sur les animaux venimeux et vénéneux. Et je crois qu'un cours équivalent analogue existe au Brésil. Et dans le cadre de l'International Society of Toxinology qui s'est tenu en mars 2008 à Recife, il y a eu des échanges entre les responsables de ces 2 cours qui ont décidé que dès cette année, donc dès 2009, il y a un enseignant français qui est venu au Brésil et un enseignant brésilien qui est venu ici. Je crois que c'est une thématique qui peut intéresser un certain nombre d'universités ou de personnes ici. Elle présente aussi bien sûr un grand intérêt pour des pays africains. Et l'idée qui, semble-t-il, s'est un peu discutée au cours de cette réunion de l'International Society of Toxinology, était de mettre sur pied un cours international de niveau doctorat ou post-doctorat, qui pourrait être un cours international franco-brésilien. Et voilà, donc on pourrait peut-être lancer la chose. Il y a ici, je crois, des représentants de l'Institut Osvaldo Cruz qui étaient là ce matin. Enfin, on pourrait sans doute, c'est un projet concret qui pourrait voir le jour assez facilement, me semble-t-il. Voilà, donc pour faire le doctorat, les docteurs ont plusieurs sources de financement. D'abord des allocations ministérielles. C'était des allocations ministérielles. Maintenant, le système vient de changer au mois de juillet et ce sont les universités qui vont donner elles-mêmes ces allocations, alors qu'avant elles venaient du ministère. Et pour obtenir ces allocations, il faut passer un concours auquel les étudiants étrangers peuvent concourir, mais ils doivent avoir un master français ou européen, puisque c'est dans le cadre de l'unification du système européen. Les régions donnent aussi des allocations, hein, donc les régions diverses de la France donnent des allocations de thèse, en général pour poursuivre des sujets de thèse sur des sujets qui les intéressent particulièrement. Donc par exemple, l'Île-de-France est très orientée actuellement sur l'environnement, le rôle de la biodiversité dans l'habitat, la dispersion des habitats, et donc donne des bourses de thèse sur des sujets, des thématiques prioritaires. Il y a aussi les organismes de recherche comme le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique,
l'INRA, ou bien, donc, comme on nous a dit ce matin, l'IRD, apparemment, qui donne des bourses de thèse ou des allocations de thèse. Je voudrais souligner que le CNRS a une ligne particulière pour des allocations de thèse pour des étrangers. Et enfin, on peut trouver aussi un financement de thèse dans les projets de recherche, que ce soit ceux de la nouvelle Agence nationale de la recherche, ANR. Donc à l'intérieur d'un projet ANR, qui est souvent sous 3 ans ou 4 ans, on peut demander le financement pour une thèse et peuvent postuler à ces thèses des étudiants étrangers ou français. Et les projets européens ont maintenant, pour la plupart, un thésard, enfin un ou une thésarde, et dans ce cas, il est assez général que ce ne soit pas des Français, que ce soit plutôt des étrangers. Donc voilà quelques sources de financement. Il y en a peut-être d'autres, hein, je vais peut-être oublier, mais on pourra en discuter. Alors, si on regarde pour le muséum l'évolution sur les dernières années en rouge des allocations ministérielles, donc ce que donne le ministère, vous voyez qu'on a passé par un grand creux et que maintenant on est en montée depuis quelques années, on atteint le nombre de 16. Et en bleu, vous avez le nombre d'inscrits en première année, dont vous voyez qu'il est assez fluctuant, mais se situe toujours plus ou moins aux alentours de la quarantaine. Hein, voilà. Et donc, juste un point aussi sur le devenir des docteurs qui ont un doctorat du muséum. Et là aussi, comme pour les masters, il est assez bon, parce que si vous regardez la colonne activité, donc vous voyez qu'une année après leur soutenance, il y a déjà 43% des étudiants, enfin ça fluctue aussi selon les années, aux alentours de 45% qui ont un emploi. Alors pas forcément un emploi qui restera complètement stable, et vous en avez au moins 20% qui sont en postdoctorat, ce qui veut dire qu'il y a au moins 60% des étudiants qui sont soit dans un cursus qui va les diriger vers la recherche, soit qui ont déjà un emploi. Voilà, alors les points qui seraient abordés, ce serait d'abord les mécanismes de co-tutelle. On a parlé de difficultés ce matin. Je crois que les difficultés sont souvent d'ordre juridique et du fait qu'il faut une convention de co-tutelle et que chaque organisme a la sienne et que les allers-retours entre les organismes durent quelquefois 2 ans dans les services juridiques respectifs et que c'est très lourd. Il serait peut-être bien d'essayer d'établir un document d'agrément commun entre les universités majeures avec lesquelles le muséum a des collaborations et le muséum. Alors il y a ce problème de reconnaissance du diplôme de doctorat du muséum dont je vous ai parlé, et il semble aussi, en discutant avec 1 ou 2 personnes, que le muséum n'est pas inscrit comme partenaire possible dans les appels d'offres brésiliens. Les universités sont listées, le muséum n'apparaît pas puisqu'il n'est pas une université. Donc il y a peut-être là quelque chose qu'il faudrait faire au niveau... Et du coup, je pense qu'un certain nombre de projets ne peuvent pas ressortir de ces appels d'offres. Alors notre problème, c'est la différence de durée des doctorats entre les 2 pays, 3 ans en France, 4 ans au Brésil. Je ne sais pas si ça peut subir quelques modifications, enfin quelques arrangements avec le ciel, comme on dit. Et les sources de financement, bien sûr, côté français pour les échanges, sont, comme je l'ai dit, les projets bilatéraux, la région Île-de-France, qui est assez ouverte vers l'international, des financements du ministère de l'Éducation nationale, et donc, en dernier point, qu'on pourrait discuter, ce cours international franco-brésilien sur les animaux venimeux. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci, muito obrigada. Dando continuidade, eu vou passar a palavra a Marta de Azevedo Ive para a sua manifestação. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria enquadrar o meu momento da cooperação. A história da cooperação ela é relativamente recente no tema que eu trabalho, que é o tema da relação sociedade-natureza na gestão da biodiversidade, e trabalhando principalmente na área de fronteira Amapá-Guiana Francesa. Então, o que eu estou trazendo é uma experiência que eu diria dos últimos 5, 6 anos, mas essa experiência agrega também uma resposta de vários outros pesquisadores com quem a gente tem colaborado, inclusive nas relações interdisciplinares de projetos há mais tempo. Os projetos de cooperação que a gente hoje desenha, eles estão principalmente ligados ao Departamento de Ecologia e Gestão da Biodiversidade do Museu,
e o Departamento Homens, Naturezas e Sociedades do museu, dirigido por Sérgio Baucher, que participa da nossa mesa também. Um ponto de partida é imaginar que o sistema de formação e pós-graduação no Brasil, nos últimos anos, ele passou por um processo que eu diria de revitalização, mas também de enquadramento muito sério em termos de avaliação dos programas de pós-graduação. Então, todos nós estamos submetidos a um sistema de classificação da CAPES e, a partir desse sistema, os programas do nível de qualificação, os programas têm mais ou menos acesso a recursos e mais ou menos acesso a bolsas também. Isso é uma coisa bastante diferente do sistema francês. Uma outra coisa que eu queria trazer como ponto de reflexão é que, na experiência que eu tenho vivido, e dos meus colegas também, na cooperação França-Brasil, os projetos e os êxitos e os percursos, eles acontecem muito mais pelo esforço individual dos pesquisadores do que pelo enquadramento institucional. Porque, geralmente, as instituições elas são muito lentas para trazer as respostas que nós, pesquisadores, precisamos no cotidiano do dia a dia, no cotidiano da pesquisa. Uma outra coisa é que os caminhos institucionais para a formação em ensino superior, eles ainda são muito tortuosos e pouco claros para o pesquisador. Por que isso? Porque nós temos que descobrir esses caminhos no dia a dia, nós não somos capacitados, treinados para entender na instituição como fazer acontecer as coisas de uma maneira mais simples e mais flexível, né? Isso faz com que a gente perca um tempo muito grande buscando respostas burocráticas e institucionais e não propriamente no tempo da resposta, né? O que significa também um esforço de gestão de pesquisa e de solução de problemas administrativos que muitas vezes não estão previstos num projeto de pesquisa. Um outro tema que a gente tem trabalhado muito nas últimas iniciativas de projetos conjuntos é a questão da reciprocidade, do equilíbrio na cooperação. Isso porque todas as agências têm nos assinalado permanentemente que a pesquisa, o estágio da pesquisa no Brasil hoje, ele demanda uma cooperação de real parceria, né, no sentido da bilateralidade. E esse é um ponto-chave, porque, inclusive, para a vinda de doutorandos franceses, às vezes nós temos muitas demandas em função dos temas que a gente desenvolve aqui, que são temas, às vezes, peculiares e fora do sistema clássico de pesquisa francês. E, na verdade, esses candidatos não têm muita abertura para estar vindo em países, não só o Brasil, mas outros países da América Latina. E, frequentemente, a gente tem recebido franceses, italianos e espanhóis buscando realizar aqui no Brasil alguns projetos que eles não poderiam estar realizando lá pelo escopo de pesquisa. Um outro ponto que eu acho que foi falado rapidamente de manhã, mas que merece um pouco mais de reflexão nos grupos de trabalho, é sobre a questão dos critérios de avaliação de projetos de pesquisa. Nós temos várias experiências nessa mesa, eu acho que eu e Elizabeth Rufflin também, de projetos, por exemplo, interdisciplinares que foram enviados para o CAPES Cofecube e, do lado brasileiro, foram extremamente bem avaliados e, do lado francês, foram negados, né? Então, é difícil entender como é que esses critérios de avaliação, como eles são expressos e como eles são relacionados, pensando a realidade de pesquisa nos dois países. Uma outra questão que eu vou colocar rapidamente, já que a gente discutiu de manhã, é o problema do visto, que realmente interfere nas relações cotidianas da pesquisa e interfere, inclusive, no planejamento da pesquisa, uma vez que, muitas vezes, a demora burocrática, administrativa, inclusive para a obtenção de visto, inviabiliza alguns prazos das agências de fomento, né? Outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar, que pouca gente discute, mas que eu gostaria de trazer, principalmente nós que estamos trabalhando nessa relação
sociedade e natureza e pensando a interpretação de toda uma cultura local no Brasil e na França, né? Ou seja, o tempo de imersão nos códigos culturais, nas instituições de pesquisa, não é definitivamente o mesmo nos dois países. E, certamente, isso interfere nos resultados obtidos e interfere também na prática e na dinâmica de pesquisa. Que isso leva também a um outro problema, que ele se torna muito claro quando a gente tenta pensar a formação e também a questão das publicações, que é o problema da língua, né? Eu acho que nós vamos ter que trabalhar a cooperação França-Brasil num processo de valorização de aprendizagem mútua das duas línguas a partir da formação de pós-graduação, né? Caso contrário, a gente continua tendo problemas para as publicações, para a inserção desses novos outcomes e dos resultados de projeto. E um outro aspecto que eu acho que seria fundamental trabalhar na cooperação internacional seria a questão da complementariedade de excelências, né? Evidentemente que existem excelências instaladas na França e excelências instaladas no Brasil, e muitas vezes elas não estão exatamente na mesma área temática ou na mesma área de conhecimento. Então, essa complementariedade, quer dizer, o que se tem de mais interessante na França, que hoje pode ser, por exemplo, extremamente estratégico e relevante no caso brasileiro, e vice-versa. O que está acontecendo de inovação aqui que também pode gerar algum tipo de mudança, inclusive da cultura local de pesquisa na França. É um outro ponto que, como eu trabalho muito na interface de humanas e ciências da natureza, o que a gente vê, por exemplo, quando a gente esteve na Guiana, que a gente faz todo um levantamento das pesquisas em andamento, muito provavelmente nas estatísticas da CAPES-COFECUB, a gente vai ver também que os projetos de formação, parceria e pesquisa na área de humanas, eles estão muito aquém, numericamente, em escopo e muito provavelmente em recursos investidos. Então, essa é uma questão a se pensar, né? Se a ideia é se trabalhar de biodiversidade nessa relação sociedade-natureza, é importante também pensar um resgate das ciências sociais e humanas no processo e também na lógica da formação de jovens. Eu gostaria também de falar de uma coisa que, para mim, foi muito importante no tempo que eu fui passar meu ano sabático na França. Existe uma instituição na França que se chama Fundação Kastler, que foi realmente a minha salvação quando eu cheguei na França, porque é uma instituição que foi criada para acolher pesquisadores estrangeiros. Então, tudo que você precisa, pesquisadores, doutorandos, sobre aluguel de apartamento, como abrir uma conta, como chegar no país, como buscar visto, a gente tem esse tipo de orientação, que é de uma fundação independente, mas que, certamente, se houvesse essa relação mais próxima entre o museu, as instituições francesas e a Fundação Kastler, e se houvesse um mecanismo parecido no Brasil, muito provavelmente a gente avançaria em muitas questões que hoje não consegue ainda entender. A questão das diretrizes, né, claras para os acordos de orientação e coorientação. Nós temos com o departamento Homme Nature Société do Museu de História Natural, a gente está construindo exatamente esse tipo de ideia, né? Eu cooriento uma aluna francesa e a ideia é que haja uma coorientação também de um aluno daqui e lá, para a gente ter sempre esse equilíbrio. O grande problema é que as orientações institucionais não são claras, então nós ficamos buscando caminhos alternativos para formalizar e institucionalizar essas pessoas, né? Então, por exemplo, a aluna que eu recebi aqui, eu tive que criar um mecanismo dentro do meu programa de pós-graduação para que ela fosse legalizada, para que depois disso também pudesse fazer parte do convênio de cooperação, que a gente demorou 1 ano para assinar, para poder tornar essa troca viável a curto prazo. Uma outra coisa é que eu acho que a gente está sempre trabalhando com projetos relativamente de última hora, que a gente tem que responder
aos appels d'offres, às candidaturas, sempre correndo com todas as funções que a gente tem que executar. E, na verdade, eu acho que seria muito interessante que se pensasse a cooperação entre o museu e as instituições brasileiras num plano de ação de 5 anos, de um tempo mais longo, para que a gente pudesse verificar quais são as prioridades, quais as áreas temáticas estratégicas e como fazer isso acontecer de uma maneira mais regular, duradoura e permanente, né? Uma outra coisa é a elaboração e encaminhamento de projetos de pesquisa e esses projetos eles são apenas formatados para as agências convencionais, como CAPES, COFECUB, CNPq e outras parcerias. Mas eu acho que a gente tem uma série de outras prerrogativas que ainda não utilizou. Por exemplo, o programa quadro da União Europeia, né, que, na verdade, apoia esse tipo de colaboração e que a gente usa muito pouco, né? A questão do funcionamento de redes de pesquisa é muito interessante, porque na reunião preparatória que a gente teve desse seminário, em Paris, a gente descobriu uma colaboração imensa, histórica, e tudo isso fragmentado, disperso, e com pouca visibilidade para as instituições envolvidas. Então, talvez tenhamos que trabalhar também nessa ideia de redes de pesquisa, também para a formação em nível de mestrado e doutorado. E uma outra coisa, antes de falar das recomendações para terminar, para encerrar, que eu acho que existem nesses projetos de cooperação internacional uma série de impactos indiretos e de resultados indiretos que ficam absolutamente invisíveis no processo, porque nós não ainda pensamos numa forma de avaliação mais integrada de tudo que está sendo feito. Por exemplo, eu posso falar de algumas experiências que eu vivi, que a partir da imersão nessa cooperação com o Museu de História Natural, foi desenvolvido um outro projeto com IRD, ligado também à gestão da fronteira, da biodiversidade na fronteira, envolvendo a Universidade de Paris 6, envolvendo o Laboratório de Informática de Paris, envolvendo o Centro de Estudos Edgar Morin, e que está gerando também uma série de outros projetos paralelos e outras cooperações que não aparecem diretamente na linha inicial de proposta. Então, eu acho que uma primeira recomendação seria uma clareza maior dos procedimentos institucionais para a acolhida de pesquisadores, doutorandos e pós-doutorandos, a compreensão de que a cooperação científica, em termos de formação de recursos humanos, a meu ver, está intrinsecamente vinculada à questão cultural e a abertura à diversidade é o conhecimento do outro e seu contexto, né? Quando a gente está falando em cooperação científica, não está falando simplesmente em intercâmbio de conhecimento científico, mas de uma nova formação cidadã na qual a pesquisa é um dos vetores, mas não é o único, né? O intercâmbio, a abertura à pluralidade, a um novo modo de ver e ser de um outro país vem junto com essa proposta. E a formação para pesquisa e cidadania global. Se a gente está falando em formação para os jovens, acho que a gente tem que ampliar essa visão de formação de mestrado e doutorado para uma formação humana diante de um cenário que a gente está vivendo e que não é um cenário fragmentado, disciplinar, como a gente habitualmente vive na prática e no cotidiano da pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, Marta. E eu passo a palavra a Irene Garret para a sua manifestação. Obrigada. Eu gostaria de levantar algunos problemas de carácter geral, porque se trata de cuestiones ligadas à biodiversidade. Quizá no seja mal tomar como punto de partida
a finalidades establecidas por la propia Convención, que es el cuadro legal mayor de cualquier tipo de cooperación internacional. Y ahí nos deparamos de cara con tres objetivos principales. El primero, que es conservación de la biodiversidad, conservación ex situ, in situ, utilización sustentable de sus componentes y, por último, o retorno dos beneficios da biodiversidade às comunidades. E nós estamos aqui, a maior parte entre nós, en tanto que cientistas o especialistas de políticas científicas, para ver cómo nós, a través de este acuerdo, sobre todo con el Museo Nacional de Historia Natural de París y con la Universidad Federal do Río de Janeiro, podemos contribuir para que se cumplan estos objetivos mayores. Y ahí gostaria, entonces, de falar y de retomar un tema o una palabra que fue falada aquí, que es el problema de la interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad es una construcción, la interdisciplinaridad no es un fato. Y en tanto que persona que tuvo a oportunidad de ver junto ao CNRS o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares, podría decir que la interdisciplinaridad es un cuadro, y es un cuadro tal en el cual a gente no perde a especificidad disciplinar, pero lo contrario. Falar de interdisciplinaridad es falar de la creación de todas esas interfaces entre las ciencias da vida y las ciencias do hombre. Y yo diría que a gente podría ainda avanzar más longe y retomar quizás una vieja idea, esas viejas ideas que resurgen en la historia del pensamiento, esa idea de la creación del programa MAP da UNESCO, por una persona bastante excepcional, que falaba no solo de interdisciplinaridades, sino de transdisciplinaridades. ¿Y qué significa esa historia de transdisciplinaridades? Porque ahí es ainda más, aparecen más problemas en el camino. Significa integrar dentro de lo que debe ser una pesquisa para la acción personas que no necesariamente son pesquisadores. Y es un poquito lo que nos estamos viviendo hoy con la presencia a que nos debemos agradecer de gestores. Y quizás sea la única manera de crear un verdadero conocimiento para la acción que lleva a la conservación y a uso de la biodiversidad. Y sobre todo a integración de las comunidades locales. Todo esto es muy bonito. Faz soñar, a gente fala de gestión da biodiversidade, fala cosas muy intelectuales, fica bonito. Y da un cierto placer de pensar en cosas que en principio son nobles. El problema es cómo implementar. El problema es cómo implementar para el futuro. Implementar para el futuro implica cómo vamos a formar nuestros jóvenes. Y esto es una tarea muy compleja. Esto es una tarea muy compleja porque no existe una tradición científica y no existe una tradición de formación de recursos humanos en la cual cada ciencia reconoce que no es autosuficiente, en la cual cada disciplina reconoce que tiene límites, que solciña nada va a resolver, que todas esas reuniones elegantes, en las cuales cada uno pretende se sobrepor de manera científica al otro, no tiene menor sentido. Esto implica en una mudanza, en el fondo, que es una cosa que, en una mudanza de praxis, más implica en una mudanza de ética.
significa la creación de simetrías, simetrías disciplinares, simetrías de cooperación. Y eso es una cuestión fundamentalmente de carácter ético en un sentido más profundo. Si quisiéramos hacer cooperación bilateral, instrumentos existen. Personalmente nunca tuve dificultades para poder viajar en la Francia o mandar estudiantes. Existen cuadros, y yo diría que son cuadros suficientemente generosos desde el punto de vista institucional. Lo que realmente puede estar faltando es precisamente esa solidaridad disciplinar. Es la creación de algo nuevo, en el cual nos podamos realmente integrarnos los estudiantes. Son ideas, quizás no llegue absolutamente a nada, mas quizás nos podamos comenzar a construir. Y creo que para eso estamos aquí. Entonces, hay cosas así. Primero, me parece absolutamente necesario la integración de programas de pesquisa y de formación. Yo no sé si la gente tiene que lidiar con la CAPES, con COFECUBE, con el museo, en ese esfuerzo exagerado que la gente ya conoce, ¿no? Pasar por comisiones, más que es necesario que haya una integración de pesquisa y de formación, no cabe duda. Yo no tengo miedo de que se haya formado un sistemático antigua en el mío laboratorio, a condición de que le comprenda para qué está haciendo lo que hace, qué retorno puede dar para su sociedad y cuál es la importancia de su trabajo dentro de la conservación y la gestión de la biodiversidad. Y eso solo un cuadro interdisciplinar puede dar. Entonces yo creo que la interdisciplinaridad es un cuadro de humildad, es un cuadro contrario a las vaidades a las cuales no estamos habituados. Integración de programas de pesquisa y formación, integración de programas de posgraduación. El museo está en avance con respecto a la gente, porque ellos tienen esa escuela doctoral, donde se pueden ser tratados los múltiples aspectos conjuntamente. Nós, aquí en Brasil, somos más disciplinares. Nuestras posgraduaciones están más separadas. Porém, existen hoy instrumentos en ACAPES que podrían permitir reunirnos a través de posgraduaciones para poder trabajar realmente conjuntamente. Yo trabajo en la geografía, soy ecóloga. Yo no me transformo en geógrafa en la ecología. Yo puedo llevar lo que esté para que pueda usado junto con los meus colegas. Esto yo creo que está faltando ser institucionalizado. Gosté mucho, entre las tantas cosas boas que fueron dichas aquí, de ese problema de complementariedad. Yo creo que es fundamental porque hay que crear simetrías también entre las equipes francesas y las equipes brasileiras, de buscar esa complementariedad, porque es eso que va a dar una real simetría de cooperación. Un interés mutuo que puedas apoyar uno en otro. Y no simplemente vamos a trabajar en este aspecto particular para tal cosa y entonces un laboratorio viene, el otro va. Eso es como normalmente funciona, ¿cierto? Y esa necesidad de ver esa complementariedad tiene que llevar automáticamente a la integración de problemáticas. La problemática de los laboratorios del Museo Nacional no necesariamente, y esto también fue levantado aquí, son las mismas. A Francia no es o Brasil no es a Francia. Una problemática, yo misma quizás sea un ejemplo.
Yo trabajaba en la École Normale, en la Rue de Ulm, sobre determinados problemas y trabajaba en Venezuela. Cuando vine no Brasil tuve que trocar completamente a mi línea de pesquisa. Los intereses son otros, las necesidades son otras. Entonces, ver de inicio esa convergencia de problemáticas, yo creo que es una cosa fundamental. En fin, creo que otra cosa que se podría pensar es que haya programas conjuntos de pesquisa y específicos. Quizás a través, no me compete a mí elaborar este tipo de cosas porque me depasa completamente, mas quizás una especie de programa cuadro. Un programa cuadro en el cual puedan ser inseridos programas más específicos, más programas en la Francia con appel d'offres y aquí en el Brasil programas sobre ditaes específicos para este problema. Y no creo que esto se esgote en el problema de Amazonia, porque gustaría de decir una cosa. Claro que Amazonia, y por eso antes cuestioné qué acontece con la Guyana, Amazonia es suma, los recursos probablemente innúmeros. Mas también existen otros ecosistemas brasileiros y también existen otras problemáticas que pueden ser levantadas. ¿Qué tal, por ejemplo, toda la manera de pensar áreas protegidas en la Francia, que es tan diferente de la manera de pensar áreas protegidas aquí en el Brasil? Esa es una problemática que tiene todo a ver con biodiversidad y que no excluye un levantamiento de plantas, un levantamiento funcional de ciertos grupos, pero lo contrario. En fin, voy a acabar con estas palabras. Yo creo que a pesar de todo, la gente avanzó cuando olhó hacia atrás. En un primer programa interdisciplinar en el cual participé, esto fue en el año 76 en París, y veo hoy cómo las cosas fueron evolucionando. Yo creo que la gente tiene, no es como cientistas, la esperanza de poder construir cosas nuevas y de servir a la sociedad y de comenzar a pensar en esa relación entre pesquisa básica, pesquisa aplicada y retorno de ese conocimiento y los beneficios de la biodiversidad a las comunidades locales. Obrigada. Obrigada. Bom, a seguir nós vamos dar início às discussões sobre o tema central dessa mesa redonda e solicitamos aos colegas que desejam contribuir com essa discussão que encaminhem as questões por escrito para que possamos ter um registro histórico, inclusive, desse momento. Antes de abrir as perguntas propriamente, eu só queria, como foi um tema já discutido na mesa redonda da manhã e hoje voltou à baila, que é a cotutela entre universidades brasileiras e o Museu de História Natural da França, eu sei que existem muitas dificuldades. Nós estamos mandando à Universidade de São Paulo uma primeira aluna agora, no próximo mês, que vai participar desse programa que foi assinado pela nossa reitora e o museu, e vai participar e obter a dupla titulação. É uma aluna da Botânica e vai desenvolver durante um ano a sua tese de doutorado na França. Então, esse é um primeiro passo. Eu acho que esse primeiro passo foi importante e sabemos de outros exemplos, mas ainda muito difíceis, como foi mencionado hoje pela manhã pela colega aqui presente. Eu acho que esse é o caminho futuro. E será através desse programa de cotutela, onde os alunos terão dupla titulação, que eles poderão se inserir muito mais facilmente no mercado de trabalho e nas pesquisas. E, como sugestão, agora uma sugestão especial
coordenadora do doutorado do Museu de Paris, é o seguinte: nós discutimos, inclusive no Departamento de Zoologia, do qual eu faço parte, nós temos um programa de pós-graduação bem sedimentado, que seriam os cursos de campo. Cursos de campo com coparticipação entre o Museu de História Natural, que tem as competências nas áreas de botânica, zoologia e outras tantas, e algumas universidades brasileiras que também têm essas competências. Esses cursos de campo, eles oferecem tanto aos alunos, ofereceriam, porque no momento nós só temos esses cursos de campo para os alunos brasileiros, mas ofereceriam oportunidades fantásticas aos alunos franceses e brasileiros de conviverem com uma expedição de campo, contando créditos para os respectivos doutorados, e esses cursos poderiam ser dados de uma maneira multidisciplinar, com botânica, zoologia e outras áreas, inclusive, ecologia principalmente, e serem dados por professores franceses e brasileiros e contarem como créditos tanto para o curso correspondente no Brasil como o curso correspondente no Museu de História Natural de Paris. Eu considero que esse seria um ganho muito grande e que independe de tanta burocracia, porque nós já temos os cursos de campo aqui no Brasil. E seria muito fácil, depende de uma vontade política das instituições de estabelecerem esses programas conjuntos com os professores vindo e participando. Então, essa é uma sugestão que eu gostaria de deixar registrada, porque eu acho que pode surtir alguns efeitos positivos. Bom, depois de falar, agora eu passo a palavra a vocês para as questões que, porventura, existam quanto ao tema dessa mesa. Então, dentro dessa mesma linha da professora Elizabeth Hoffling, eu penso que nós devemos simplificar a capacidade que temos de experiências de intercâmbio ou experiências de cotutela. Vamos colocar na questão da cotutela, porque ela é bastante concreta. Então, existem as universidades, os cursos de pós-graduação, os centros de pós-graduação possuem acordos, convênios internacionais entre as universidades, né? A Universidade Paris 13 tem um convênio com a UFRJ, no qual, nesse convênio, há um termo aditivo que fala da cotutela entre dois programas de pós-graduação específicos, né? Eu penso que esses acordos bilaterais permitem que se tenha a possibilidade de intercâmbio entre alunos e professores no âmbito do convênio bilateral. Eu penso também que o maior conhecimento de programas de pós-graduação interdisciplinares que desejam participar de um amplo programa de intercâmbio poderiam, a partir, inicialmente, de acordos bilaterais, avançar para um sistema que eu chamaria multilateral, ou de consórcio. Quer dizer, você começa identificando programas interdisciplinares que desejam fazer convênios com diferentes instituições. Cria-se um convênio bilateral e esses convênios multiplicados criam a possibilidade de um consórcio, onde professores e estudantes de pós-graduação podem se mover entre diferentes cursos. Quer dizer, o que eu estou falando é de uma experiência em rede, né? A gente estaria criando uma experiência em rede em que estariam sendo identificados programas
interdisciplinares que desejam estabelecer uma cooperação permanente com outros programas interdisciplinares. Cria-se inicialmente a ideia do convênio bilateral e a multiplicação de convênios bilaterais criam a figura do consórcio, que é um programa multilateral. Eu acho que isso é muito factível e acho que isso é simples, porque o importante é que cada programa interdisciplinar desenvolva com competência, na fronteira do conhecimento, as suas questões. Isto cria visibilidade, isso permite que outros centros que queiram colaborar, que queiram fazer uma cooperação permanente, se aproximem e criem uma sistemática que permita efetivamente o intercâmbio de professores e alunos. A única questão que se coloca é a dos recursos, né? Então, como viabilizar que professores e alunos estejam, enfim, viajando de um lado para o outro, ou seja, que o intercâmbio seja viabilizado. E aí eu penso que no caso brasileiro e no caso francês existem já vários mecanismos, vários instrumentos. Por exemplo, os convênios CAPES-COFECUB são um tipo. Há também agora as bolsas de professores visitantes, que foram criadas pela CAPES, nós estamos no dia 30, com o edital de professores visitantes capaz de trazer professores de outras instituições do exterior para uma permanência de 4 meses a 1 ano. Programa recém-criado, PPVE, Programa de Visitantes Estrangeiros. Há outros, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia têm uma plataforma de cooperação internacional. É no âmbito do Instituto do INCT, em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, que nós estamos propondo essa articulação, que começa com os convênios bilaterais e que, em determinados casos, avança na direção da cotutela e que se cria a possibilidade do consórcio, ou seja, de uma articulação de vários programas interdisciplinares que desejam começar uma colaboração permanente, ou seja, uma colaboração que vai para a cotutela e que continua nas possibilidades de pesquisa, onde essa integração vai se dar de maneira mais intensa. Obrigada. J'ai seulement une question. J'ai entendu parler d'un collège doctoral franco-brésilien. Je voudrais savoir s'il fonctionne, comment il fonctionne et si cela pourrait être une possibilité de coopération plus facile. J'ai oublié de dire mon nom, Laurent Perret-Rayardé. Oui, non, à ma connaissance, il existe effectivement un collège franco-doctoral, franco-brésilien, collège doctoral franco-brésilien qui fonctionne, sur le modèle d'ailleurs du collège doctoral franco-chilien, franco-mexicain, franco-japonais, etc. Donc l'idée globale, elle est toute simple. C'est un pool d'universités qui ont signé un accord. Je n'ai pas la liste en tête, il y a une vingtaine d'universités en France, peut-être un peu plus. Les plus grandes universités brésiliennes font partie de l'accord. Et il s'agit de financer à peu près à part égale une année en France d'un jeune doctorant, ou d'une doctorante d'ailleurs. Donc du côté brésilien vers la France, c'est la CAPES qui finance une année. Et du côté français vers le Brésil, c'est le ministère des Affaires étrangères. La hauteur du financement, je pense que... Alors, la durée, c'est une dizaine de mois, je pense, de mémoire. Et la hauteur du financement, c'est environ 1 000 € par mois pour le côté français vers le Brésil. Et un petit peu plus, je pense 1 200, 1 300, financés par la CAPES pour le Brésilien en France. Naturellement, c'est dans le cadre de tests sandwich, voire de co-tutelle. Et je rajouterais simplement, c'est un programme sur lequel il y a assez peu de pression. Voilà, c'est la même remarque que mon collègue du CNPq ce matin sur le programme PV, de chercheurs invités. Il disait qu'il y avait peu de pression. Je rappelle la chose que je disais ce matin. Il y a beaucoup,
je dirais même énormément de programmes bilatéraux. Hein. Je veux dire, quand j'en ai recensé 42 financés, probablement c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, et ça veut dire même pour nous c'est difficile de nous y repérer. Donc il y a un problème effectivement d'information. Donc ce collège existe, il est constitué d'un certain nombre d'universités qui ont signé l'accord, mais le muséum n'en fait pas partie et à ma connaissance ne peut pas au jour d'aujourd'hui, parce que c'est impossible pour quelque université que ce soit, se rallier à ce consortium. Donc ma question complémentaire, c'est est-ce que cet état de fait va changer ? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle ouverture? J'ai cru comprendre que pour l'instant il y avait un stop parce que ce collège est en cours d'évaluation. Je me trompe peut-être, mais j'ai cru comprendre ça. Et est-ce que tu sais si donc il va y avoir une réouverture ensemble? Est-ce que qui permettrait au muséum de bénéficier de ces, pour ses étudiants, de ces financements? Donc tu sais pas. D'accord. Merci. Sur les procédures d'évaluation du COFECUB, je crois que la professeure Marthe a posé une question ou une interrogation qu'elle avait sur l'évaluation par le COFECUB des projets multidisciplinaires. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que les projets multidisciplinaires ont parfaitement droit de cité au niveau des appels d'offres COFECUB. Il n'y a pas de discrimination particulière entre les projets mono ou bidisciplinaires. Quand un projet est déposé en déclarant être sur 2 disciplines, enfin sur 2 champs disciplinaires, les 2 coordonnateurs de champs disciplinaires du COFECUB désignent chacun un expert. Donc il y a bien 2 experts, un dans chaque champ. Donc chaque champ apporte son point de vue sur chaque expert de chaque champ apporte son point de vue sur ce qu'il pense de la valeur du projet. Il arrive aussi que les responsables de projet ne signalent pas que leur projet porte sur 2 champs disciplinaires. Et dans ce cas, ce sont les coordonnateurs disciplinaires qui, s'apercevant que le projet peut être attaché à 2 champs, me contactent, et si je donne mon feu vert, effectivement, ce que je fais toujours d'ailleurs, un autre responsable de champ est saisi et chacun désigne un expert. Donc il y a toujours 2 experts. Ce qu'on ne fait pas, c'est nommer 3 experts parce qu'il y aurait 3 champs. On n'a pas eu pour l'instant de projet déclarant qu'il était sur 3 champs. Ça peut arriver, mais Dieu merci, on n'a pas eu le cas. On n'a pas eu le cas encore. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la décision finale CAPES-COFECUB est une décision conjointe. C'est-à-dire ce n'est pas la CAPES qui dit « je ne veux pas de tel projet » ou le COFECUB qui dit « je ne veux pas de tel projet ». Chaque délégation explique l'argumentaire des experts et la décision qui est prise est une décision conjointe. Autrement dit, ça veut dire que le partenaire a pris connaissance des critiques qui étaient faites d'un côté et n'a pas pu apporter de réponse à ces critiques. Alors ça tient parfois au fait que l'évaluation étant une activité humaine, elle est par définition imparfaite. Et parfois, il y a des choses beaucoup plus matérielles. Par exemple, le projet n'est pas le même des 2 côtés. Donc on n'évalue pas la même chose. C'est-à-dire que les 2 coordonnateurs ne se sont pas mis suffisamment d'accord à l'avance pour déposer exactement le même projet de part et d'autre. En général, ça donne un avis assez négatif au comité d'expertise. On a peut-être tort, mais on part du point de vue que si les 2 pilotes du projet ne se sont pas mis d'accord avant même la rédaction, ça n'augure pas très bien peut-être de la coordination par la suite. Enfin, ça ne donne pas une très bonne impression, sachant qu'il y a une forte pression d'excellents projets. Donc c'est un classement, je veux dire, un projet qui est bon, mais qui n'est pas excellent, c'est pas suffisant.
Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand même, en ce qui concerne l'UFRJ, sur les 3 dernières années, en biologie, hein, je ne parle que de la biologie, en 2006, aucun projet n'a été déposé par l'UFRJ, donc on avait du mal à en rejeter ou en accepter. En 2007, 3 projets ont été déposés, aucun n'a été retenu. Et sur ces 3 projets, il y avait un projet effectivement bidisciplinaire. Et en 2008, l'UFRJ a déposé 6 projets, donc elle ne s'est pas découragée, c'est très bien. Et elle a eu raison, puisque sur les 6, 3 ont été sélectionnés. 3 sélectionnés en biologie pour 7 pour tout le Brésil. C'est-à-dire que le comité CAPES-COFECUB a pris 7 projets en tout pour tout le Brésil, dont 3 sur FRJ. Ça veut dire pour votre université un succès de 50%. Un projet sur 2 a été accepté, alors que la moyenne nationale est de 1 sur 3. Donc, et sur les 3 qui ont été acceptés, 2 étaient bidisciplinaires. Donc ça, ce sont les chiffres. Et bon, ceci étant dit, il se peut aussi que quelqu'un dont le projet a été refusé l'a mal vécu. Ça nous arrive à tous, hein. Nous sommes des chercheurs, nous soumettons des projets et nous ne passons pas 40 ans de notre carrière à n'avoir que des projets acceptés. Dieu merci d'ailleurs, parce que ça permet de s'améliorer aussi. Mais alguém quer se posicionar? Bom, se não há mais questões, eu vou encerrar e nós não vamos ter um intervalo por causa do problema do tempo da tradução e, em seguida, eu vou chamar os coordenadores da próxima mesa redonda 3, Roberto Reis e Vanderlei Carlos, para tomarem os seus postos. E nós teremos oportunidade de conversar durante o coquetel que será servido mais tarde. Então, muito obrigada a todos e uma boa tarde.